Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramène dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une dys-société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Bastien, Bonsoir Flavie, comment vas-tu? bien et vous? Ouais, tout va bien chez On, toi? on a enfin réussi à démarrer cette émission malgré nos aventures plus que tourmentées. Quel type d'aventure? Qu'est-ce qu'on peut dire au public? Les problèmes techniques, les reflets sur les écrans, les Les paravents reflets qui sur les font la lunettes, les malle. problèmes techniques, Voilà. quoi d'autre? Mais heureusement, on a notre super technicien qui fait tout le boulot, Le flou notre d'image, fidèle petite main. les coiffures improbables, tout ça. Bon, alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Rien de très original, ce qu'il y a partout dans les journaux, les tarifs douaniers de Monsieur Trump. Puis, nous parlerons, alors, on va en parler de façon assez large, hein, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis de façon et en Europe de façon assez large. Puis nous parlerons de la façon dont les journaux, les médias français de centre-gauche perçoivent les attaques du Doge trumpien contre les universités, contre le savoir en général. De Télérama de la semaine dernière, États-Unis, le pouvoir à l'assaut des savoirs. On écrase une cervelle. L'heure est grave. Voilà. Et puis après, nous parlerons rapidement. Nous parlerons de Kidflix, du réseau pédophile démantelé par l'Allemagne. Et puis les perles de la semaine. On en a une ou deux là qui sont mignonnes. Là, c'est les perles françaises. Droit de douane, dislocation du service public et pédophile. Ça fait rêve. Bon, je vous laisse commencer. Alors, comment on commence? Moi, je vais citer plusieurs. Enfin, là, je commence en citant un peu. De toute façon, c'est une revue de presse des journalistes qui commentent tout ce qui se passe. Alors, c'est moins moi, je vais moins factuel sur les chiffres que toi, Bastien. Tu es bien meilleur, tu es beaucoup plus précis que moi. Moi, j'ai la maladie un peu pas du flou, mais je reste dans des considérations plus générales. Quelquefois, je manque de précision. Alors, Il faut en avoir de la précision pour lire Télérama. ou justement pas trop, parce que justement, si on commence à être précis, on met en cause le moindre paragraphe. Enfin, on parle de ça tout ça. Donc, oui, je cite la Renaud Girard dans le Figaro de son article qui paraît. Enfin, Renaud Girard, c'est un article tous les mardis sur la géopolitique. Donc, ces derniers temps, c'est très sur Trump et l'Ukraine, etc. Il nous dit, dans le cadre de son rejet du multilatéralisme néolibéral, alors là on parle de ce mot, ce fameux mot qui paraît-il n'existe pas, néolibéral, libéral, c'est pareil, sauf que là on se rend compte que c'est pas pareil du tout, et que selon les termes, d'ailleurs le terme de... Parce que je vais citer beaucoup nos collègues qui font des émissions sur YouTube, qui parle de mettre fin, que le Trumpisme essaye de mettre fin au mondialisme de prédation qui n'est pas du capitalisme, mais un totalitarisme marchand, illibéral et antidémocratique. Alors Renaud Girard ne prend pas le risque de dire tout cela, mais il parle d'un rejet du multilatéralisme néolibéral construit par les États-Unis depuis 1945, enfin surtout depuis les 30 dernières années, et que Donald Trump revient à une politique de sphère d'influence telle que l'a pratiquée les présidents McKinley et Roosevelt, les seuls présidents qui ont été cités dans son discours inaugural, enfin son discours qu'on appelle ça en janvier, quand il est... discours au Congrès. Enfin bref, oui, mais bon, j'aurais préféré être précis sur le mot. Donc, et bon, alors là, on a cité ces deux présidents, mais en ce qui concerne par exemple le Panama, on revient à la doctrine Monroe, et c'est assez intéressant de voir que qui a racheté, parce que le canal de Panama a été détenu par des fonds chinois, visiblement c'est déjà réglé, et c'est BlackRock qui annonce avoir acheté au groupe chinois, disons, les concessions autour du canal, les concessions portuaires du canal de Panama. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers gestes extrêmement forts de l'administration Trump.
Voilà. Alors pour ce qui est de... Alors là, je suis pas sur les tarifs douaniers, mais je parle de façon plus générale sur la géopolitique pratiquée par Trump depuis qu'il est élu. Renaud Girard ajoute qu'il n'est pas normal pour lui que la Russie ait cherché à récupérer l'Ukraine. Alors là, c'est pas toujours ce qu'il a dit ces derniers mois, mais c'est pas grave. Alors, aux yeux de Trump, n'est pas anormal, puisque l'Ukraine a été sous l'influence de Moscou depuis le traité de Péréyaslav, donc il faut que je me renseigne parce que je ne connais pas ce traité, pourtant j'ai un peu investigué sur l'histoire de l'Ukraine, de 1654 jusqu'à la révolution de Maïdan de février 2014. Et la contrepartie, c'est évidemment que l'Amérique puisse conserver des sphères d'influence ailleurs, en Ukraine quand même, mais aussi au Groenland. Alors là, on va loin puisqu'il s'agit de faire du Groenland un territoire américain. Il y a aussi le domaine territorial autour de l'Arctique. Il y a 2 routes maritimes. Il y en a une au nord-est qui est sous contrôle de la Russie et une autre au nord-ouest qui est sous contrôle du Canada. Et là-dessus aussi, Trump a des visées assez précises. Bon voilà, là j'ai juste fait une petite introduction un petit peu large sur la façon dont les journalistes... Enfin là, je cite Le Figaro, mais c'est des journalistes il y a un autre journaliste comme Giuliano da Empoli, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il a aussi écrit un article dans Télérama qui s'appelle, suite à la sortie de son livre qui s'appelle L'heure des prédateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, les prédateurs sont uniquement ceux qui arrivent, c'est-à-dire Trump, ceux qui étaient déjà là, Poutine, les Chinois, les Nord-Coréens, mais en aucun cas l'administration précédente américaine, qui pour moi avait aussi une prédation peut-être plus subtile, plus sournoise, mais tout aussi présente. Alors, juste pour terminer, il reconnaît quand même qu'invoquer le respect des règles, ce qui est en ce moment ce que l'Occident ne cesse de faire face à Trump, face à des problèmes qui sont purement substantiels, ça n'a pas tellement de poids. Et donc, face à ce qui se passe, qui est assez... voilà, on ne peut plus parler de règles, surtout quelles règles, on y reviendra. Et il précise que Trump, pour lui, évidemment, n'est pas intelligent au sens intellectuel du terme, mais que c'est quelqu'un qui a une pertinence politique très, très, très avancée, et qu'il y a des gens très intelligents, sans doute beaucoup que nous avons en Europe, quoique, bon, qui sont des politiques tout à fait minables. Je cite Giuliano da Empoli. Ça aussi, c'est un débat sur qu'est-ce que vraiment l'intelligence et à quel point les intellectuels peuvent se tromper. Mais ça, ce sera... On en parlera plus tard. Voilà, pour une introduction assez vaste. Est-ce que tu veux réagir à ce que je viens de dire, Bastien ? Alors, mon premier point, ça va être surtout de soulever qu'avant, on avait une ingérence plus subtile. C'est-à-dire que, bon, je vous renvoie vers le rapport qui avait été fait devant le Parlement américain de l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires extérieures qui avait parlé de l'Ukraine, c'était fascinant. Mais bon, je vous renvoie là-dessus. Pour le Panama, encore une fois, BlackRock. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'organismes réellement privés ou de bras armés de l'État américain ? Alors, encore une fois, là, on n'est pas dans du conspi, tout ça. Je vous dis juste qu'il y a l'État américain qui ouvre le pays, les boîtes américaines y vont pour conquérir des marchés, vu qu'elles ont plus de capitaux, elles s'installent, etc., etc. Bon, sur du basique. Oui, mais que BlackRock, moi, s'avance en France, comme on a pu en parler ces dernières années, c'est une chose. Après qu'il rachète des concessions portuaires aux Chinois... Après, je vous dis, encore une fois, c'est étonnant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le milieu du transport maritime, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. J'ai découvert ça il y a à peine 2 semaines, que Maersk n'était plus le premier transporteur au monde. Oui, en effet. Qui est devant maintenant ? Je dirais une bêtise, on pourrait peut-être demander à notre expert de technique qui pourrait nous envoyer un petit message pour être sûr, parce que là, j'ai peur qu'en essayant de chercher, je coupe l'émission. C'est vrai qu'il y a un champ d'investigation qu'il faut ouvrir, c'est-à-dire avec la bataille des tarifs douaniers et donc d'une certaine manière la remise en cause du libre-échange, c'est aussi peut-être un coup porté au commerce maritime et dont on parle très très peu, et qui sont les grands bénéficiaires du libre-échange, les grands armateurs, enfin pas les armateurs en sens construction de bateaux, mais ceux qui, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui gèrent... Les compagnies commerciales. Voilà, c'est un business qui est à mon avis extrêmement important et extrêmement discret. Alors on a quand même parlé de temps en temps du fameux
MSC de Alexis Kohler, qui est aussi un sujet sur lequel nous reviendrons, hein, puisque ça aussi c'est extrêmement discret. Il est parti aussi de l'Élysée de façon extrêmement discrète. Mais il y avait là un problème de conflit d'intérêts énorme, puisque sa famille est liée en effet à MSC, qui est un des plus grands. Alors moi, je continue à appeler ça armateur, mais j'imagine que c'est pas le mot adéquat du monde. Enfin, je sais. Voilà, oui, la technique. On a demandé, oui, savoir quel est le premier groupe commercial, enfin de maritime au monde, puisque maintenant Maersk aurait pris Maersk, compagnie danoise, aurait perdu sa première place. Compagnie danoise très ancienne, très puissante. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire que là, bon, ok, bon, d'accord. Le Panama, bon, Trump fait des pressions sur le Panama, essaye d'évincer les Chinois, des boîtes américaines s'y installent. D'accord. Ça, c'est de l'influence, c'est un coup de pression, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est de l'ingérence. Ensuite, vous avez l'affaire avec le Canada où il lui dit bon, on va vous annexer. Alors, encore une fois, hein, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, est-ce que c'est un coup de pression, un bluff? J'en ai aucune idée. Mais remettre en cause l'intégrité d'un pays souverain, franchement, je suis moyennement Oui, convaincu. surtout qu'il veut. C'est cette idée qu'il veut acheter le vote, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que. Vote, pardon, excusez-moi. Il veut acheter puisqu'il a promis. C'était près d'1 million d'euros à chaque Groenlandais, donc évidemment, quand on achète Voilà. des habitants de cette façon-là, c'est un truc totalement inédit. Ben, c'est-à-dire que le Canada, oui, mais en plus le Groenland, c'est-à-dire que là, vous parlez quand même de quelque chose. Alors oui, il y a les routes maritimes, oui, il y a les ressources pétrolières, oui, il doit y avoir des ressources minières, il doit y avoir un intérêt scientifique. Évident, ça. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc peut-être que quelqu'un de plus intelligent en commentaire pourra nous expliquer. Mais moi, ce que je me dis quand même, c'est que oui, il y a une violation de la souveraineté évidente de ces pays-là, mais encore une fois, c'est pas nouveau. C'est juste que là, vu que c'est Trump, c'est très bien médiatisé. On va parler de choses un peu plus, comment dirais-je, un peu plus discrètes, si j'ose dire. Mais par exemple, la Syrie, bon, c'est admis. L'Ukraine, c'était une secrétaire d'État américain, je crois, qui avait dit grosso modo en Ukraine, c'était nous. Il faudra retrouver la situation exacte, mais voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait les productions de drogue, de pavots, etc., dans le croissant d'or, dans le sous-continent indien, où en fait les Américains avaient des billes, en Afghanistan, etc. Je suis désolé, mais ça, plus encore une fois, on parle de l'Europe de l'Ouest, qui volontairement, involontairement et à divers degrés est influencée par les États-Unis. Encore une fois, je suis peut-être un peu un idéaliste en disant ça, mais j'aimerais qu'on revienne à un adage assez simple. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. C'est un adage plein de bon sens. C'est un adage un peu de la campagne, visiblement. Oui, c'est surtout même sur les ponts, c'est tout à la paix. Oui, en fait, c'est assez basique. Parce que bon, le problème, c'est que, encore une fois, on est sur une politique américaine. Soit on vous fait de l'ingérence avec du soft power, soit avec du hard power, c'est-à-dire de la puissance brute. Ouais, mais à la limite, le hard power est plus. Excuse-moi, je t'interromps, Visible. mais il y a toujours eu du hard power. Les gens, les pays essayent toujours de multiplier leur influence et leur pouvoir. Mais bon, au moins, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Tandis que le soft power, ce qui s'est passé avec justement le USAID, etc., c'était au nom des droits de l'homme et au nom du bien. Et c'était quand même un petit peu pernicieux. Je pense que c'est ça qui commençait à déplaire fortement. Donc voilà, je ne dis pas que ce que fait Trump est bien, mais bon, d'abord, il parle beaucoup, hein, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, mais c'est violent, c'est très violent, mais au moins c'est frontal. Bon, après, ça dépend, hein, si on préfère les choses plus tordues. Alors, je tiens juste à dire que notre cher Noah nous a envoyé la liste des grandes compagnies maritimes, et qu'avant donc Maersk vient donc le fameux MSC auquel Alexis Kohler est lié. Voilà. Alors, c'est quand même assez mignon. Donc, MSC, Maersk les premiers. Après, on a. C'est italo-suisse, hein, MSC, hein, Maersk étant danois. D'accord. Après, on a la France, CMA, CGM, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Après, on a la Chine, Cosco. Et après, on a le Japon et la Corée du Sud. Alors, tout ça, ce sont
des pays en effet plutôt maritimes, plutôt avec des grandes surfaces maritimes. Bon, donc il y a une logique, mais bon, voilà, le fameux MSC. Alors justement, j'ai quand même été voir sur Wikipédia, ce qui est donc, voilà, ça confirme qu'en tonnage, hein, si on parle de tonnage, MSC est la première compagnie au monde, juste devant Maersk. Et au bout de la fiche Wikipédia, il y a l'affaire MSC Alexis Kohler, et c'est marqué, cette section est vide pour le moment. Donc bon. Alors, je renvoie à l'enquête de Mark Endeveld, hein, qui est un journaliste d'investigation qui a travaillé longtemps à Marianne, qui produit ses propres livres et qui a sa propre chaîne. Vous pouvez aller le voir. Il a son propre Substack aussi. Enfin, c'est un journaliste d'investigation très intéressant. Et il a fait une émission avec, je ne sais plus, est-ce que c'est Blast ou je ne sais plus, bref, enfin, ça se trouve, sur les conflits d'intérêts d'Alexis Kohler, qui reste une affaire totalement étouffée. Vous sentez quand même qu'elle en a gros contre lui. Hein. Enfin, je dis ça aux spectateurs. Hein. On va avoir un dossier bientôt préparé par elle, tout ça, ça va être. Non, c'est que c'est vrai que moi, je trouve très intéressant ce monde des compagnies maritimes, et je pense que là-dessus, je dis ça parce que j'ai pas encore commencé à travailler là-dessus. Justement, je voulais commencer à. C'est pas évident parce que c'est un monde très opaque et qui a complètement bénéficié en effet de la libéralisation des échanges. Donc, il est vrai que alors après, c'était quoi son titre exactement à l'Élysée, Alexis Kohler, mais enfin, c'était secrétaire général. Oui, voilà, c'était en tout cas l'homme de l'ombre, qui était très, très influent. Voilà, en tout cas, ceux qui sont autour de ce genre de business, entre guillemets, ne peuvent qu'être que pour le libre-échange forcené. C'est pas... Ça me paraît assez logique. Voilà, enfin bon, on en parlera. Mais voilà, c'est-à-dire que on a affaire à une géopolitique tout aussi agressive qu'avant, moins subtile sans doute, mais après, encore une fois, connaissant le personnage, on a beaucoup de déclaratifs, mais il faut attendre les actes concrets. Par exemple, c'est quelque chose qui m'avait un peu étonné quand il avait dit « Oui, je veux le Groenland ». C'est qu'en fait, il disait déjà ça en 2016, mais il voulait l'acheter. C'est qu'en fait, il disait aux Danois je vais vous le payer ». Et les Danois se moquaient de lui en disant non, il nous fait une blague, mais en fait, il était sérieux. Et là, il remet une couche. Et après, encore une fois, on ne remet pas du tout en cause la souveraineté du Danemark, on ne remet pas du tout en cause la souveraineté du Canada ni du Panama. Mais c'est juste pour dire que peut-être que même si il a un côté fantasque, grossier, misogyne, tout ce que vous voulez, hein, peut-être que derrière ça, on peut quand même lui reconnaître une vision stratégique plutôt que d'immédiatement le diagnostiquer comme un fou, parce qu'à partir de ce moment-là, on s'arrête d'essayer de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'il fait ça et comment. Ouais. Un des moments où je me suis quand même dit que les gens s'étaient fait un peu une idée sur ce personnage, alors bon, c'est un peu anecdotique, mais étant quelque chose de plus terre-à-terre, j'ai pu mieux l'interpréter, c'est-à-dire qu'il faisait un podcast avec Joe Rogan, et dedans, en fait, il se met à parler pendant 10 minutes d'architecture purement. Et vous dites, ah oui, quand même, c'est pas juste un spéculateur bidon, c'est vraiment un mec. On veut nous faire croire. Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à juger de sa culture et de son intelligence, a priori. Bon. Mais... Voilà, je pense qu'il n'a pas une vision. Il n'a pas une vision de politicien, il a une vision de businessman. Mais après, est-ce que on peut dire qu'il a 100% une vision rationnelle? Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de rancune, de déclaratifs envers les médias, comme ça avait été souligné durant sa campagne. Mais voilà. Après, on peut s'attarder de manière un peu plus précise sur les tarifs douaniers, sur la situation. Qu'en pensez-vous, Flavie ? Oui, tout à fait. On va parler des tarifs douaniers avec des chiffres très précis venant de toi, mais c'est vrai que j'avais envie de continuer un peu sur des commentaires que j'ai trouvé intéressants, notamment Grand Angle sur aussi, une chaîne YouTube, qui mentionne que Donald Trump a annoncé la dissolution de l'Empire américain pour refaire de l'Amérique une nation puissante. Je trouvais que le paradoxe était intéressant. Justement, il comparait aussi ça à Gorbatchev au moment de l'effondrement de l'URSS, sachant que ce système allait à sa perte. Il a préféré dissoudre l'Empire soviétique pour justement essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Bon, tout ça avant les années 90 et la catastrophe des années 90 et des oligarques, mais il y a
un paradoxe là de l'empire qui pourrait être contre-productif à la nation, en fait. Et surtout, alors un empire qui est basé sur le soft power, donc une sorte d'influence idéologique, largement financée par des ONG, l'USAID dont on a parlé, et cetera, qui finalement coûte, bien plus cher qu'elle ne rapporte. Après, elle fonctionne. Elle a fonctionné avec l'Occident, c'est-à-dire l'Occident est complètement rentré dans cet empire idéologique. Alors c'est tout le paradoxe de cet empire. Alors certains parleraient du wokisme, etc., mais c'est tout un mélange, c'est-à-dire il y a toute une sorte de nébuleuse comme ça de valeurs, hein, qui sont reliées par l'Union européenne autour des droits des minorités et du changement climatique, de toutes ces questions-là, mais qui servent aussi à relayer une sorte de position de supériorité morale pour aussi éventuellement s'engager dans des conflits au nom de la démocratie et de la supériorité morale basée sur les droits de l'homme. Là, je ne saurais pas quoi rajouter en tant que tel, parce que si Trump veut réellement faire ce qu'il dit, si on part du postulat qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, je sais pas, moi je dis, j'en suis à un stade assez basique, c'est que un empire, ça n'a pas de frontières, donc d'un point de vue strict, c'est un centre, une périphérie, des vassaux, enfin bref, c'est... Alors un empire avait des limites de frontières. Avant, l'empire austro-hongrois avait quand même une limite de frontières sur la mer Noire et commençait tout en haut, je ne pourrais pas dire exactement à quelle frontière, mais là, l'empire américain n'avait en effet pas de frontières puisque c'était un empire d'influence, pas territorial, il n'y avait pas de conquête territoriale, mais c'est un empire d'influence. Et donc ça paraît, il n'y a pas de bruit de bottes, il n'y a pas de conquête territoriale, c'est moins spectaculaire comme ça, mais c'est beaucoup plus nébuleux. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus, je disais tout à l'heure, pernicieux. Est-ce que vous me permettez juste une précision? C'est-à-dire qu'en fait, par un État, une nation, enfin, c'est deux choses distinctes, mais c'est juste pour que les spectateurs puissent comprendre. Encore une fois, je vous dis, je ne pourrais pas vous citer les référents géopolitiques, les auteurs, etc. là-dessus, tout simplement parce que je n'ai pas assez préparé l'émission. Pas, mais à maxima culpa. C'est pas bien, je sais. Mais c'est-à-dire que quand vous avez un État, vous avez une population, vous avez un territoire, vous avez un lien entre la population et le territoire, une frontière et une souveraineté. Les juristes me disent oui, mais tu as dit un en deux avec la notion de lien avec la population, mais voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire que vous reconnaissez votre limite et vous reconnaissez aussi que l'autre existe. D'accord? Sinon, vous poussez la frontière sur lui. Mm-hmm. Le fait est, c'est que les États-Unis, de part, et même d'autres entités par le passé, vous prenez l'Empire austro-hongrois, il s'est étendu tout au long du XIXe siècle, vous prenez l'Empire allemand, vous prenez ces choses-là. Je suis pas un obsédé d'idéologie ou du principe selon lequel les empires sont forcément négatifs, parce que vous pouvez avoir un empire État-nation, genre le Second Empire français, mais bon, il a fait beaucoup d'ingérences, mais est-ce qu'il a beaucoup fait d'ingérences parce que c'était un empire, ou est-ce qu'il a juste fait beaucoup d'ingérences parce que c'était l'élan de l'époque, parce que la Troisième République a aussi fait beaucoup d'ingérences. Voilà. Mais de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui sur Terre, on est 8,1 milliards. Okay, les États-Unis, ça a une population approximative, d'après le dernier recensement, de 335 millions d'habitants. Okay, donc, les Américains, c'est 4% de la population mondiale. Bon, je vous fais ça de tête, hein, vite fait. Mais en part de PIB, là, on est sur les États-Unis, c'est 20% du PIB mondial. Okay, pour 4% de la population mondiale. Vous me suivez? Et là, maintenant, je vais vous faire un autre truc assez marrant, c'est que je vais vous prendre 4% de la population mondiale, 16% de la consommation énergétique mondiale. C'est-à-dire que techniquement, leur territoire même ne peut pas leur suffire. Et encore une fois, c'est pas un reproche, d'accord? Si un Américain vit comme un Américain, c'est très bien, d'accord? Mais ce que je dis, c'est que vu qu'ils ont un besoin de ressources tel, il y a quand même une proportion à aller voir si le voisin n'a pas quelque chose à refourguer à pas cher. Et en plus, quand vous couplez ça avec la moitié du budget militaire mondial, et de mémoire, je crois que c'était sur vous prenez les 20 premières puissances militaires mondiales, je crois que vous devez réunir les 13 suivants pour arriver au budget de l'armée américaine.
d'accord, et dont les 13 suivants, il y a beaucoup de leurs alliés. Donc, grosse armée, gros besoin d'énergie, et en plus, un autre facteur, ça je crois que j'avais lu sur un auteur qui s'appelle Jacques Sapir, mais j'avais aussi relu dans une revue américaine il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait, ils expliquaient que le dollar américain, bon, je vous la fais simple, dollar monnaie monde, égale tout le monde utilise du dollar, donc ça fait un effet boursier, c'est-à-dire que les gens prennent des obligations américaines, etc. Donc, à ce qui paraît, ça rapporterait aux États-Unis 15% de leur PIB. Ouais. Tout ça fait que quand vous n'êtes pas limité à un territoire, à une monnaie, etc., et que vous êtes tant imbriqué dans l'économie mondiale et dans ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd n'aime pas appeler la mondialisation, mais la globalisation, ben forcément, vous êtes quand même poussé à aller voir ce qui se passe ailleurs et à structurer l'Occident selon vos intérêts à vous. Bien sûr. Mais disons que, encore une fois, oui, c'est des façons de faire. C'est-à-dire qu'il a fallu structurer l'Occident, oui, en fonction d'intérêts, alors plus que l'Occident, parce qu'il y avait les guerres au Moyen-Orient, avec des intérêts clairement pétroliers derrière. Mais je pense que c'est le fait que ça a été toujours dit au nom des droits de l'homme et structuré aussi l'Occident de façon très, très idéologique ces 2 dernières décennies. Je pense que c'est la crème sur le gâteau qui est sans doute peut-être allée trop loin et qui fait que ça passe plus, en fait. Alors ça passait encore auprès des populations même européennes parce qu'elles se rendaient pas forcément compte, mais il y a quand même une montée des populismes en Europe. Enfin, on voit bien que ça commence à se tendre. Et sans doute aussi les Américains eux-mêmes en avaient marre d'être... la moitié de l'Amérique n'était pas d'accord pour être un gendarme aussi idéologique du monde, et encore une fois idéologique, avec des intentions tout à fait énergético-commerciales derrière, puisque... voilà, bon. Donc c'est là-dessus que... je pense que c'est là-dessus qu'il y a un aspect qui est d'ailleurs très intéressant en termes intellectuels à comprendre, et qui est et dont on n'a pas encore vu toutes les conséquences. Peut-être qu'on avait dit qu'on parlerait beaucoup des tarifs douaniers, on n'a peut-être pas encore vraiment précisément parlé. Je vais juste peut-être lancer le sujet en disant que ce qui s'est passé donc ces dernières décennies, que ce soit aux États-Unis et de la même façon en Europe, c'est qu'il y a eu un appauvrissement dû à la globalisation et à une sorte de libre-échange débridé. On a multiplié les accords de libre-échange en Europe, appauvrissement radical et des agriculteurs, par exemple, des Gilets jaunes, on en a entendu parler, puis des agriculteurs, une mise en compétition des agriculteurs français avec le monde entier. Enfin, c'est quelque chose de très grande violence. Tout ça compensé par la dette, tout ça avec compensé par les impôts, je dirais, principalement de la classe moyenne, puisqu'il y a aussi beaucoup d'évasion fiscale, qui finance l'État social par la dette pour empêcher que les gens se rebellent plus. Donc c'est tout ce système qui est quand même construit sur quelque chose d'assez malsain et extrêmement court-termiste. Ça aussi que le phénomène Trump remet en question, puisque c'est tout l'Occident. Déjà en 2018, Trump avait commencé une réforme fiscale pour que les multinationales rapatrient leurs bénéfices qui étaient planqués dans les paradis fiscaux. Bon, c'est toujours le cas. Je crois qu'ils ont surtout choisi de distribuer les bénéfices, de distribuer des dividendes aux actionnaires. Donc tout ça a eu un impact pas tout à fait ce qui aurait été souhaité. On peut dire aussi que, là je cite le Grenier de l'économie, le Grenier de l'éco, aussi chaîne YouTube, que 8% des plus riches possèdent 95% des actions aux États-Unis. C'est bien aussi pour ça que Donald Trump se fiche un petit peu des marchés qui dévissent. Là, encore une fois, aussi l'idée que les marchés ne représentent pas l'économie réelle. Donc toute l'agitation et l'hystérie qu'on a autour des marchés aujourd'hui n'est pas très intéressante. On peut peut-être en parler un petit peu, mais à la limite, c'est de l'agitation un peu stérile. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Alors, tu peux me contredire, je termine juste. Il veut revenir à un capitalisme, ce qu'on pouvait appeler un peu de capitalisme autrefois à la papa, c'est-à-dire la réindustrialisation et la finance, qui n'est pas un but en soi, mais un outil pour financer la création de richesses, et pas uniquement la spéculation. Pour lui, donc, les droits de douane, c'est l'outil le plus rapide et le plus direct pour mettre en œuvre
cette nouvelle politique économique. Voilà, les impôts sur les sociétés vont baisser. Suppression de l'impôt sur le revenu pour les ménages qui gagnent moins de 150 000 $ par an. Je sais pas si tu Alors ça, quand même, c'est vraiment une révolution parce que il me semble. Mais il faut voir qu'aux États-Unis, il faut au moins 10 000 $ par mois pour vivre. C'est pas comme en France. On paye son système de santé, tout est très cher. Donc 150 000 $ par an, c'est pas du tout 150 000 euros. Bon, en plus, avec le taux de change, je veux dire, c'est ça. Transfert des liquidités vers les marchés obligataires, ça aussi c'est assez intéressant, baisse de taux, etc. Donc les droits de douane seraient compensés par une hausse de la base taxable, qui réduit le déficit budgétaire et l'endettement. La réindustrialisation, plus d'emplois, liberté, créativité, innovation, baisse du coût de l'énergie, baisse des taux et des négociations bilatérales. Déjà, un premier point, c'est-à-dire que pour les indices boursiers, ce qui est assez perturbant, c'est que vous regardez sur 3 jours, c'est la panique. Vous regardez sur 1 mois, vous transpirez un peu. Vous regardez sur 6 mois, vous dites, ça sent mauvais. Vous regardez sur 10 ans, vous dites, tranquille, mimile, tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on vous avait fait un effet de loupe, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas ma tête, vous voyez le carreau qui reflète un écran. Ce qui n'a aucun intérêt. Remettez les choses en perspective et ne paniquez pas pour une info ou une surenchère d'informations. Ensuite, le deuxième point, c'est que, encore une fois, les États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, parce que j'étais en train de vérifier la date pour essayer de briller un peu en société, mais je suis tellement bruyant avec mon clavier que j'y arriverai pas. Les États-Unis, en fait, ont un impôt sur le revenu qui est plus vieux que celui de la France, de 3 ans. Celui des États-Unis a été fait en 1913, alors qu'ils voulaient déjà en mettre un en place au 19e siècle. Et celui de la France, il a été fait en 1916, durant la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est important de noter, c'est que jusqu'à l'arrivée de George W. Bush, c'est-à-dire le fils, le président américain qui était là durant le 11 septembre, l'impôt sur le revenu américain, pour beaucoup de points, était beaucoup plus redistributif et progressif que l'impôt sur le revenu français. Encore une fois, pays de Yankees néolibéraux, etc. Mais nous, on se vante de tout ce qui est post-45 et de la construction de l'État social. Quoi. C'est ça, c'est que avant de dire que c'est des alcooliques de Texans néolibéraux qui laissent mourir leurs enfants dans la rue, faut pas oublier que les États-Unis, c'est aussi Christopher Lash, les États-Unis, c'est aussi l'impôt sur le revenu le plus progressif, les États-Unis, c'est aussi les repas gratuits à la cantine, selon, je crois que c'était le plan Eisenhower après la guerre. Enfin, il y avait quand même une énorme volonté d'avoir un État social. Après, encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, j'essaie juste de montrer un panorama un peu large. C'est tout. Et donc, par rapport à... Si vous me permettez, je dis bien. Bien sûr, là, vous nous avez apporté une théorie, une vision d'ensemble. Mais ce que je tiens quand même à souligner, c'est que Trump, alors c'est ce qu'il a défendu durant la campagne. Encore une fois, je ne sais pas s'il va le tenir et j'ai pas d'avis là-dessus. Mais rendez-vous compte que pour lui, maintenant, il veut essayer de revenir ou de tendre vers le système qui avait lieu à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, c'est-à-dire pas d'impôt sur le revenu et un système de taxes. Alors que aujourd'hui, en Europe de l'Ouest en tout cas, on a un système de pas de taxes, pas de droits de douane, mais des impôts et des taxes. Je veux dire, c'est quand même assez... Alors, à titre d'expérience politique, moi, je trouve ça très divertissant, pour être honnête. Mais est-ce qu'on va être obligé de s'aligner un petit peu? Parce que c'est ça ou reparler à Poutine. On n'a pas trop le choix. Mais je sais pas, mais en tout cas, je parle de ça d'un point de vue purement mathématique. Là, je vais vous donner les stats en question. Vous prenez le commerce... Alors, je vais tout vous lister, comme ça vous fera un peu un panorama. Alors, je suis désolé, pour avoir des outils de comparaison pertinents, j'ai dû prendre les données en dollars américains. Alors, je précise, en dollars américains courants. Donc, les échanges entre les États-Unis et le Canada, c'est 913 milliards d'euros. De dollars, désolé. Et les États-Unis ont un déficit de 49 milliards de dollars. Les rapports entre la Chine et les États-Unis, c'est 644 milliards de dollars. Ils ont un déficit de 270 milliards de dollars. Le commerce États-Unis-Union européenne, c'est 1440 milliards de dollars. Et les États-Unis ont un déficit de 106 milliards de dollars.
selon les Là, données. ce qu'on ignore, c'est que les Américains, enfin les États-Unis, est un pays avec les droits de douane les plus bas du monde. Ah, ça, je ne savais pas. A priori, c'est ce que j'ai pu lire dans mes investigations, c'est que voilà et c'est tout le paradoxe, en fait, de cette situation. Ben, on en revient au point précédent, c'est-à-dire économie ouverte sur le monde et emboîtée dans diverses sphères économiques, donc nécessité d'être ouvert. Mmh. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que d'un côté, Trump essaye de réinventer Copernic à son niveau, si je voulais être un peu Après, vulgaire. en contrepartie, le dollar, voilà, le dollar Mm. était la monnaie, des échanges, hein. Il y avait c'est la contrepartie de ça, mais plus le soft power et cetera. Mais justement, c'était le Mais donc, voilà pour l'essentiel. Pour tout ce qui est des droits de douane, alors bon, je vous le dis honnêtement, il a peut-être un tantinet chargé la mule. ouais, mais Voilà, ça c'est-à-dire j'imagine que c'est aussi, il fait ça art of the deal, c'est-à-dire que il met très haut et puis ça va s'ajuster, il fait peur à tout le monde, parce qu'en fait, ce qu'il y a et noté, c'est que les États-Unis, si vous prenez que la balance commerciale des services, ils sont excédentaires partout, entre le Canada, la Chine et l'Union européenne. Il a taxé, parce que lui, il a mis 0 taxe sur les biens et services. Mmh. Zéro. Zéro droit de douane. Mais par contre, sur tout ce qui est les biens en matière douanière, alors je vous donne ça simplement. Pour la Chine, les droits de douane qu'il a mis en place, alors je prends les infos de hier, d'accord? Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas compris dedans. La Chine, pour uniquement les biens, sur 457 milliards de dollars, il y a 238,68 milliards de dollars de droits de douane qu'il a mis. Attends, tu peux répéter? Excuse-moi la phrase, je Sur la Chine, sur tout ce qui est importation de biens en valeur de dollars, mmh. la Chine, pour les États-Unis, c'est 457 milliards. Trump, il a mis 238 milliards de droits de douane. D'accord? Mmh. Donc, on va dire que, bon, Pépère, il a eu la main un peu lourde. Mmh. Par rapport à l'Union européenne, 773 milliards, d'accord? Il a mis 118,9 milliards de dollars de droits de Ouais. douane. Mmh. Et pour le Canada, là, on est sur bon, ces petits joueurs, il a mis 38 milliards de droits de douane. Mais je dis, c'est les premiers, ça. Hein. Mmh. Ça compte pas toutes les surenchères qu'il va mettre derrière. Alors, je précise encore une fois, je ne suis pas expert en macroéconomie, je ne suis pas expert en droit de douane. Je vous dis juste que j'ai compilé ça. Peut-être que je me suis trompé, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, et je m'en excuse. Mais quoi qu'il arrive, en fait, je trouve qu'il a quand même bien chargé la mule sur pas mal de dossiers. Et sans être un dogmatique, parce que sinon, il aurait aussi taxé les biens et services. Ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Il n'a pas taxé les services. Et pourquoi, à ton avis? Ça lui rapporte du blé. Donc il est content. Mais après, je vous dis, c'est assez. Je vais pas dire qu'il a un traitement égalitaire, mais tout le monde est à 10% de droits de douane. Et il y a quelques zones, comme par exemple, l'Europe est à 20% de droits de douane. Et la Chine, en fait, là, bon, ils sont en train de monter les taux, comme pour la Thaïlande. Alors pour la Thaïlande, j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Et c'est qu'en fait, il y a un gros système en fait, de fabrication de biens et de services de boîtes américaines là-bas. Mmh. Donc en fait, c'est juste pour les obliger un peu à se rapatrier ou au moins à récupérer de l'argent sur leur déficit commercial. Donc voilà, c'est une expérience. Non, Et je bah, c'est dirais que, intéressant en tout cas. bon, ça va, comment dirais-je, On était obligé ça de va sauter le rétracter. dogme. Il y avait un dogme dans lequel, on pouvait Oui. étouffer plutôt et qu'il ne fallait pas remettre en question. Alors là, on est au-delà de la remise en question. C'est intéressant de voir ce que ça va donner. On a vraiment secoué le cocotier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un risque que l'économie américaine se rétracte, Mmh. mais par contre, d'un autre côté, À court terme. il va y avoir de l'inflation, ça c'est sûr. Mmh. Il va peut-être avoir une rétractation de l'économie américaine, mais d'un autre côté, en fait, avoir des usines pour son électorat qui était Mmh. demandeur, de ça, plus de protection par rapport aux produits de l'étranger, etc. Voilà, c'est qu'en fait, je pense que
à ce stade-là, on ne peut pas encore juger, mais au moins, expérience politique intéressante. Et en plus, quand vous êtes déficitaire commercialement, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand la Chine met des droits de douane sur les États-Unis, en fait, elle va juste bouffer son excédent commercial. Parce qu'en fait, les marchandises américaines, même si c'est très ciblé de ce que j'en ai lu, les marchandises américaines ne pourront pas rentrer en Chine. Donc, Trump va juste augmenter les droits de douane. Donc, d'un côté, les produits chinois ne rentreront pas sur le territoire. Et de deux, en plus, il va pouvoir gratter un peu d'argent avec les droits de douane. Donc, je dis pas que c'est tout bête, mais Ouais. à voir. Bon, on va passer au sujet suivant. Je sais que la technique nous dit que Gorbatchev, quand je parlais de Gorbatchev tout à l'heure, qui n'a pas essayé de dissoudre l'URSS, je n'ai pas dit qu'il avait dissous l'URSS, je dis qu'il avait acté sa dislocation. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait essayer de cacher avant. Voilà, c'était une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, je voulais parler un petit peu d'un article. Donc, moi, je lis Télérama toutes les semaines. Depuis que je suis toute petite, presque, parce qu'il y avait déjà ça chez ma mère, mes grands-parents. Mais à l'époque, c'était le journal culturel, un peu chrétien. C'était moins politisé, je pense. D'où mon signe de croix. D'où mon signe de croix, la caméra. Voilà, bon. Alors, la couverture de la semaine dernière, ça s'intitule « États-Unis, le pouvoir à l'assaut des savoirs ». Et donc, il y a une chaussure trumpiste, avec une belle chaussette, qui écrase un cerveau. On a très peur. Donc, c'est très, très inquiétant. Et alors, je vais vous citer un peu, là, je suis obligée, j'ai fait juste une petite sélection florilège des commentaires qui sont les plus délicieux. Alors, le chapeau de l'article nous dit « La guerre au savoir est déclarée. Les universités, les ministères, les grandes agences fédérales, en 2 mois, Donald Trump a dynamité tout l'édifice de la science américaine. » Science, on parle de science. Une attaque méthodique, planifiée, qui stupéfie les chercheurs et les simples citoyens. Analyse d'un coup d'État obscurantiste. Et alors, on nous dit qu'en fait, en termes d'université, évidemment, il ne s'attaque pas à toute l'université. Il s'attaque à ce qu'on appelle la science. C'est-à-dire, en effet, dans leur viseur, le NIH, National Institute of Health, et dans le domaine de la santé, Centers for Disease Control, ça c'est tout ce qui est lié. Bon, alors je ne connais pas les détails de ces institutions. Donc la santé, l'Agence de protection de l'environnement, la Food and Drug Administration, FDA. Oui, alors là-dessus, ce que l'article omet complètement de préciser, c'est que si Trump aussi s'attaque à ces institutions-là, c'est qu'elles sont soupçonnées depuis, alors surtout déjà avant le Covid, mais aussi depuis le Covid, de conflits d'intérêts majeurs avec les labos pharmaceutiques, enfin de manière plus générale avec les intérêts privés. Ça, je parle pour tout ce qui est la santé. Il y a aussi le scandale autour de l'OMS. Donc tout le système de santé américain, voire international, est remis en question. Donc en effet, il ne s'agit pas de l'annihiler, mais il s'agit en tout cas de reprendre le contrôle et donc le fameux aussi rôle qu'aura à l'avenir, pour l'instant on n'entend pas beaucoup parler de Robert Kennedy Jr. Tout ce qui est lié à la Food and Drug Administration, donc tout ce qui est lié à l'alimentation, drugs, c'est tout le côté pharmacie, mais l'alimentation, c'est-à-dire l'obésité, le combat contre l'obésité, que finalement les démocrates n'ont pas tellement saisi, à savoir de quoi sont composés les aliments et qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants américains. Ça aussi, c'est le combat de Robert Kennedy Jr., auquel les démocrates ont prétendu s'attaquer, mais ne l'ont pas fait. Et ensuite, la protection de l'environnement, qui n'est pas la question du changement climatique et de l'écologie, qui n'est pas toujours très, très écologique. En tout cas, c'est des questions qui sont extrêmement complexes sur lesquelles on a le droit de discuter. Alors évidemment, il arrive avec ses gros sabots, il canarde. C'est pas forcément, et on peut dire, les meilleures façons de faire, mais en tout cas, peut-être malheureusement, il faut canarder avant de pouvoir reconstruire. J'en sais rien, enfin, je dis ça comme en passant. Ils ont été sommés, les universitaires, donc les grandes universités du pays, comme Berkeley, UCLA, Columbia, Princeton, Yale, Harvard, tout le monde y passe, de supprimer des programmes, toute référence à la recherche sur l'environnement. Alors,
c'est là où c'est un peu les gros sabots, c'est que aussi il faudrait faire une recherche sur l'environnement, mais qui ne soit pas idéologisée et soumise à des intérêts privés. Les inégalités, discrimination, toute cette question-là, évidemment, les études de genre, tout ça, évidemment, ça vole en éclats. Et nous avons droit à 2 commentaires un peu délicieux. Alors ça, c'est le journaliste. Le journaliste, il nous parle d'un improbable cocktail de nationalisme chrétien et de techno-fascisme crétin mixé dans le bureau ovale. Journaliste Olivier Pascal Mousselard. Moi, je trouve que c'est une phrase, voilà. Je n'ai même pas de commentaire. Je la laisse à l'appréciation de nos auditeurs. Nous avons notre historien national, le grand Patrick Boucheron, celui qui était aux manettes pour la cérémonie des Jeux Olympiques, pour l'aspect historique de cette cérémonie, nous dit que nous vivons un moment orwellien, que Big Brother is watching you now. Big Brother ne nous surveillait pas du tout avant. Donc, on parle de moments shakespeariens dans la folie de Donald Trump. Donald Trump est une sorte de, je ne sais pas à qui on pourrait, de Richard III, de Falstaff, j'en sais rien. Enfin, voilà. Au moins, il est shakespearien. Un côté assez sympathique, ça. Il lance un assaut suicidaire contre les forces vives de la nation. Voilà, il a pour cela 3 solides prétextes. La chasse aux dépenses, inutile. Ça, Télérama ne peut pas comprendre qu'il faudrait peut-être, en effet, s'occuper un peu de savoir comment on dépense. Donc tout ce qui est donc recherche sur le climat, les nouveaux virus, la pollution, la préservation des espèces, tout ça, donc out. La lutte contre le wokisme, tout ce qui est programme DEI, diversité, équité, inclusion, et la lutte contre l'antisémitisme des universitaires américains. Ça, je ne crois pas qu'ils s'y attaquent spécifiquement, parce que justement, voilà, écoutez, j'ai pas le temps de... Ce serait quand même bizarre, parce qu'il y a quand même, je crois, un quart, voire un tiers de sa famille qui est juive, donc... Non, mais justement, alors je ne sais pas comment la phrase est foutue, mais en effet, non, c'est le 30 janvier, 10 jours à peine après son investiture, Donald Trump publiait un décret visant à combattre le racisme contre les Juifs dans les facs gauchistes. Voilà, donc non, justement, oui. là, pour le coup, oui, il s'attaque, lui, à l'antisémitisme, mais Télérama refuse d'acter que les facs seraient antisémites. Il n'y avait pas eu une faculté, il y a quelques années, c'était la faculté d'Evergreen, il me semble, qui avait eu des comportements lunaires où en fait un prof de juif, ouais. mais je pense pas que, bon, est-ce que c'était parce qu'il était juif, je sais pas, mais en tout cas parce qu'il était blanc, il avait à un moment été sommé, parce qu'il y avait une journée d'université sans blanc. J'avais vu le truc, mais enfin, je me souviens de ça, et que donc, il fallait qu'il sorte de l'université, ce à quoi il s'était refusé. Ouais, bon, grosso modo, ils avaient rien d'autre à foutre. Voilà. Alors là, nous avons toutes des gens qui se sont allongés devant la Maison Blanche en disant que Musk, cut research for my treatment, comme si on allait couper les recherches médicales réelles. Enfin, medical cuts killed me. Bon, puis visiblement, la personne n'est pas encore morte. Trump cut my social security and went golfing. J'ai pas l'impression que la sécurité sociale soit remise en question. Mais enfin bon, les gens sont allongés devant la Maison Blanche. Ce que je voulais citer aussi, alors là, il y a une philosophe italienne qui est citée, qui s'appelle Gloria Origgi, qui est quand même assez extraordinaire. Là, il faut que je vous cite cette citation, elle est magnifique. Elle nous dit, parce qu'on nous dit que ce n'est plus seulement la frontière entre la vérité et le mensonge qui explose, c'est bien plus grave que ça. C'est la distinction entre la vérité et le grand n'importe quoi. Le mensonge, c'est pas grave en fait. Le grand n'importe quoi, c'est un problème. Elle nous dit, quand George Bush et Colin Powell affirmaient détenir la preuve que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, ils mentaient, mais ils savaient la vérité. Il leur fallait assumer la dimension morale du mensonge. C'est beau, je laisse un peu de silence là, parce que c'est... Ouais, non, mais vous m'avez... Voilà. J'ai compris jusqu'à italienne, et puis après... Là, il y avait un mensonge moral au niveau du moment de la fiole. Là. Non, mais c'est-à-dire que... Donc, alors, je termine le truc. Oui, je te laisse réagir. Cette dimension morale, nous dit-elle, disparaît entièrement aujourd'hui. Donald Trump peut dire une chose et son exact contraire à quelques heures d'intervalle. Emmanuel Macron aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est plus flagrant chez notre président. Sans se soucier le moins du monde de la contradiction flagrante du contenu de son discours. Tu vois déjà ce qu'elle met en parallèle. Déjà, c'est n'importe quoi, intellectuellement. Et je ne te parle même pas de la mauvaise foi et de la malhonnêteté. Cette phrase, voilà, c'est une des plus belles.
On nous ajoute qu'il peut affirmer avec aplomb il affirme avec aplomb que c'est l'Ukraine qui a déclaré la guerre à la Russie, rebaptisé par décret le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Bon. Mais voilà, il affirme avec aplomb, contre-vérité, enfin, voilà, total. Bon, alors que les choses sont quand même très complexes, mais ça, la complexité, c'est pas le truc de l'article. Ensuite, alors, on nous dit que le symptôme de représentation collective qui était nourri à la sève des agitations fascistes du siècle dernier est de retour. Il y a 14 critères qui permettent de reconnaître le fascisme éternel, et ces critères n'en finissent pas d'émerger sous de nouveaux oripeaux. On nous dit que pour les dévots de cette tradition mythologisée, que sont donc Trump et peut-être Vance, l'humanisme de la Renaissance et le siècle des Lumières sont les habits du diable. Pour les cathos... Attendez, vous répétez la phrase si vous voulez, j'ai pas compris. Mais pour les dévots de cette tradition mythologisée, puisqu'on nous parle de Vance nous dit qu'il serait bon de revenir à une sorte de tradition. Et donc pour ces dévots, l'humanisme de la Renaissance et le siècle de lumière sont les habits du diable. Donc c'est-à-dire que Vance et Trump renieraient la Renaissance et le siècle des Lumières. Je pense pas que ce soit le cas de ces deux-là. On peut aller vers les évangéliques américains, éventuellement. Là, ils sont nombreux. Hein. Et en effet, ils votent pour Trump. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes et que le gouvernement en est là. Modernité, ils détestent la modernité. Alors, c'est vrai que Vance, lors de d'une conférence prononcée en 2021 devant des huiles du mouvement conservateur, n'a pas forcément été d'une finesse ultime. Oui, bon, après, d'un autre côté, quand vous venez de voir un caucus, souvent un regroupement de donateurs, oui, bon, d'accord, mais brosser dans le sens du poil. D'accord, mais il a quand même dit nous avons besoin de sagesse. Il y avait de la sagesse dans ce que Richard Nixon a dit il y a environ 50 ans. 2 points, ouvrez les guillemets, les professeurs sont l'ennemi. Bon. Ah ouais, c'est très fin. On n'est pas toujours aidé, on n'est pas toujours très aidé. Ouais. Et puis pour terminer, un article, donc justement, une interview de Giuliano da Empoli qui avait écrit Le Mage du Kremlin, que j'avais lu sur Poutine, qui était plutôt assez subtil, un très bon livre. Et là, il vient de produire L'heure des prédateurs. Le problème, c'est que les prédateurs, pour Giuliano da Empoli, c'est exclusivement des très méchants qui crient très fort, comme Trump, la Corée du Nord, Mohamed Ben Salman, Javier Milei, tout ça, ce sont des prédateurs, mais vous voyez, pour lui, il ne peut pas y avoir de prédateurs en Europe occidentale, dans les grandes démocraties occidentales ou dans l'administration américaine antérieure. Donc, bon. Et quand l'ordre existant ne vous récompense pas, nous dit-il, le chaos vous semble préférable au rationnel. Alors, qu'est-ce que serait le rationnel, selon ses propres termes? Bon. Il nous dit que... Bon, alors les fake news, il nous parle des fake news selon lesquelles un événement sans relief va prendre tout d'un coup une importance colossale et qui fait peu de cas qui est scientifiquement prouvé et explique, selon lui, l'avènement de prédateurs comme Donald Trump. Voilà, il parle aussi de la boîte noire de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas aller trop m'attarder. Oui, alors il disait aussi qu'on a vu arriver les géants de la tech, qu'on a été un peu tétanisés, comme étaient tétanisés les empereurs, enfin comment dire, lorsque les premiers Européens ont débarqué chez les Aztèques, ils auraient très bien pu réagir parce qu'ils étaient à la tête d'armées surpuissantes, mais finalement, ils ont cru que c'était les dieux qui étaient en train d'arriver. Et ils se sont sentis tétanisés. Donc, il fait J'ai juste une question, parce que vous devez quand même mieux connaître le milieu de l'édition que moi. On est d'accord qu'ils ne sont pas payés à la ligne. Je sais pas. Non, parce que je vous dis, il y a des moments où... Alors, vous devez lire des paragraphes. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu trop con, mais il y a des paragraphes, je ne comprends rien. Mais je oui, vous dis honnêtement... Je ne comprends rien parce que je suis obligée de résumer des paragraphes et je ne sais pas si je le fais très bien là, juste non, mais maintenant. c'est pas ça, c'est que je vous dis, moi, la citation, la philosophe italienne, je me suis dit quand même, grosso modo... Non, j'ai juste envie d'essayer de comprendre, grosso modo, pour eux, le problème n'est pas qu'il soit intrinsèquement le mal, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à distinguer entre ce qu'ils disent et le n'importe quoi. Alors que quand on ment, mais quand on a conscience de mentir pour le bien, c'est positif. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Ouais. Il y avait une dimension morale du mensonge. Tandis que l'autre, il dit n'importe quoi.
Il se contredit. Alors, Je ne sais pas si c'est un ensuite, mensonge ou pas, mais sinon, chez les néoconservateurs, qu'elle cite là, ces néoconservateurs, il y a une dimension morale du mensonge. Voilà. Ça, je pense que c'est la perle de tout cet article. d'accord. Mais, Alors, on mais va voilà. quand même, je vais quand même essayer de refaire le tour. Donc, on est passé de la Silicon Valley aux nationalistes chrétiens à, c'était quoi déjà? C'était, ils confondent le mensonge et la vérité, mais quand on ment pour le bien, c'est tout à fait appréciable. Alors, on dira pardon quand même à toutes les familles d'Irakiens qui se sont fait bombarder par un certain George W. C'était pour le bien, donc ça passe. D'accord. Déstabiliser une région, la foutre dans un merdier sans nom pendant des dizaines d'années, et c'est même pas encore terminé. Donc le mensonge était validé par l'autorité morale occidentale ou de cette dame, parce que bon, on va pas lui accorder un patronage moral qu'elle n'a sans doute pas auprès de ses collègues universitaires qui, eux, sans doute, ont une conscience. Mais c'est là où toute l'ambiguïté de ce Giuliano da Empoli qu'on voit beaucoup sur les plateaux, c'est-à-dire qu'il termine quand même l'article en disant on a l'impression qu'on est seul à échapper aux bulles cognitives. C'est faux, parce que si une partie de l'Amérique s'est effectivement radicalisée dans le sens trumpiste, le processus inverse s'est aussi produit dans les campus depuis une quinzaine d'années, dans une réalité de plus en plus parallèle. Donc, alors, il fait preuve de mesure, c'est quand même beaucoup. Il est quand même de temps en temps capable de rétablir certaines vérités tout en professant que l'heure des prédateurs n'arrive qu'aujourd'hui, ce que je considère pour le coup franchement, je pense que les spectateurs pourront s'amuser à regarder les expressions de mon visage quand vous racontiez ça, parce que quelquefois je me suis regardé moi-même et je me suis dit ah oui, c'est vrai que quand même je fais une sacrée tête. Mais non, pas pour être plus synthétique. La régie nous dit que l'heure tourne, donc on va rapidement. Voilà, mais je vais juste essayer de synthétiser. C'est que, donc, en fait, Trump ne pense pas autrement parce qu'il y a moyen de penser autrement, il pense autrement parce que soit c'est un idiot, soit un illuminé religieux avec des théories idiotes, soit n'importe quoi. Bon, d'accord. Un violent. Alors, encore une fois, c'est pas un saint, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer un peu à mettre 2-3 pièces pour essayer de comprendre comment il raisonne et comment il fonctionne. Au moins pour éviter de flinguer l'agriculture française ou le peu d'industrie qui nous reste. Enfin, je dis ça. Oui, bien sûr. Bon, rapidement, parce qu'on avait dit que, on voulait en parler quand même, parce que c'est important et que c'est un sujet qui est toujours très très difficile très tabou, très difficile de parler de tout ce qui est lié à la pédopornographie. On est très vite taxé de complotistes. Alors là, les complotistes sont contents puisque il y a une enquête de 3 années en Allemagne qui a permis de démanteler l'une des plus grandes plateformes pédopornographiques sur le Darknet. 91 000 vidéos d'abus sexuels sur des enfants, près de 2 millions d'utilisateurs. Donc c'est la plus grande opération de ce type contre la cyberdélinquance dans l'histoire d'Europol. Kitflix était l'une des plateformes des vidéos les plus populaires chez les pédophiles. Perquisition dans 31 pays. 79 personnes arrêtées, c'est pas beaucoup. Non, des Allemands, des Britanniques. 39 enfants placés sous protection. Et voilà, bon, évidemment, on imagine quand même que tous ces réseaux étaient un petit peu protégés. Alors, par qui, comment? Parce que ça fait quand même très très longtemps que ça dure. Et il y a aussi des parents qui mettaient en ligne leurs propres enfants. Et on précise aussi que ça ne se passe pas uniquement dans les milieux sociaux défavorisés, ça traverse absolument tous les milieux sociaux. Alors, j'ai juste une question. On est d'accord que c'est Europol qui ont fait l'arrestation? Oui. L'opération. Je pense que, bon, quand un boulot est bien fait, on peut leur dire bravo. Ouais. Non, mais je suis désolé, mais vous voulez dire quoi? Bon, je sais que, moi, je vous dis, pour moi, un pédophile, c'est un poteau et une corde. Non, mais au bout d'un moment, je suis désolé, mais vous pouvez pas négocier avec ça, quoi. Je dis Carl Zero. Carl Zero qui se penche sur la question. Je suis désolé, mais c'est comme là l'autre jour, j'ai entendu ça, j'ai fait un bond sur ma chaise. Mais il y a un journaliste français qui a dit ouais, l'affaire montée par Musk des viols en Grande-Bretagne, c'est une fake news. Alors. Et d'ailleurs, on n'en parle déjà plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois. Les chiffres n'ont toujours pas été réels, les chiffres réels n'ont pas été sortis. On a sorti des chiffres bien plus importants que ce qui avait été annoncé, parce qu'on a annoncé 15 000. C'est plutôt, il faut rajouter un zéro de plus.
Bah, c'est surtout Mais que, certaines sources nous disent qu'on peut doubler le chiffre, voire le tripler. bah, Donc, encore une fois, moi j'attendrai qu'il y ait une enquête officielle et que la justice rende son verdict, hein. Mais je suis désolé de dire ça aussi brutalement, mais il y a un moment, c'est pas parce que, je sais pas moi, demain si Pol Pot me dit la pédophilie c'est mal, je vais être d'accord avec Pol Pot, d'accord, c'est normal. Et en plus là je vous dis, c'est bon, les parents qui mettent leurs gosses sur des sites de prostitution pour qu'ils se fassent violer. En Grande-Bretagne, c'était des tournantes sur les gamines pour vendre les gosses. Enfin bref, ils les ont fait tourner comme des sacs à viande ou des matrices reproductrices. Je disais, enfin, moi je dis pas qu'il y a des gens qui les couvrent, mais je pense honnêtement qu'il n'y a pas les moyens qu'il faudrait pour protéger ça, parce que j'avais lu une stat et ça avait été partagé par, je crois, c'était été par François Bégodeau, et lorsqu'il avait discuté avec Bousquet, le sondeur, où il avait dit ouais, il y aurait 10% d'enfants qui auraient subi des attouchements sexuels, voire des viols. Je suis désolé, mais là, le problème commence à être un tantinet endémique. Donc, faudrait peut-être commencer à revoir un petit peu les procédures, revoir les moyens d'inspection, revoir le système probatoire, et surtout se poser la question que oui, il y a un problème. Certains vont se sauter dans les commentaires. L'affaire, c'était quoi? C'est Weinstein? Weinstein? ouais, Ouais. on peut Bon, il y avait prononcer. ça, mais je veux dire, que ce soit lui ou que ce soit, je sais pas moi, votre voisin qui est ouvrier à la C'est pas maçonnerie, Weinstein, c'était Epstein pour le ouais, coup. voilà, Epstein. Il y a la pédophilie, c'était Epstein. Ben, que ce soit Epstein ou que ce soit votre voisin qui bosse à la maçonnerie, ou c'est pareil, quoi. C'est des types, c'est pas des malades mentaux, mais en fait, c'est des comportements qu'on peut pas accepter en société, en fait, parce que les gamins, faut les protéger, c'est des êtres vulnérables, et en plus, je suis désolé de ça, mais si vous n'êtes même pas capable de protéger vos gosses, en fait, c'est Ouais. qu'il y a un problème. Ah bah, là, en l'occurrence, il n'y a même pas de volonté de les protéger, donc malheureusement. Mais bon, franchement, Europol, là, ben, chapeau bas pour avoir démantelé cette saloperie. Bon, comme il faut qu'on avance, malheureusement, on passe au dernier sujet, juste les perles de la semaine. Agnès Pannier-Runacher, Runacher peut-être, nous dit que les pauvres n'ont pas de voiture. Donc, tout ce qui est ZFE, c'est pas un problème pour eux. Alors, je sais pas qui sont les pauvres pour elle, parce qu'elle a peut-être jamais entendu parler des gilets jaunes, et de savoir pourquoi le mouvement a commencé, hein. C'était un mouvement taxe sur l'essence. Donc, justement, les pauvres ont des voitures, des vieilles guimbardes, mais parce qu'ils doivent faire des kilomètres pour aller travailler. Ils vivent dans des zones périphériques ou des zones rurales, mais peut-être que pour elles, les pauvres, c'est juste les migrants qui sont dans les centres-villes. Ils ont des vélos pour livrer. Ben, après, Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là. Notre énarque, une de nos énarques préférées, une autre énarque, Elisabeth Borne. non, mais juste pour s'arrêter là-dessus 2 secondes, si vous voulez, vous allez vous tapez résidence secondaire des CSP+ d'Île-de-France, vous avez la carte, il n'y a personne dans la diagonale du vide. Ça Oui, pourrait bah, expliquer pas mal de choses. Voilà, je dis ça. Et il y a aussi les zones périphériques. Je veux dire, même hors diagonale du vide, les gens ont des voitures. Enfin, les gens peu fortunés ont des voitures. Ben, oui. C'est tellement concernant que bon, voilà. Et puis Elisabeth Borne, elle nous a dit qu'il fallait peut-être orienter les élèves professionnellement dès la maternelle, un truc comme ça. Évidemment, elle, comme vu le tollé, elle s'est dédouanée en disant qu'elle n'avait jamais dit ça. Mais il ne faut pas conditionner leur choix d'orientation. Elle nous dit que le goût des filles pour les mathématiques à l'entrée au CP est le même que celui des garçons, mais au bout d'un trimestre, alors elles ont du goût pour les maths, mais plus au bout d'un trimestre. Alors, il y a un écart au détriment des filles qui se creusent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont moins fortes, ce que je ne crois pas, ou elles ont peut-être moins le goût des maths. Ça, c'est un truc qui est très difficile à accepter, même s'il y a quelques filles qui font des carrières d'ingénieurs, etc. Bon, il y a un peu moins de filles quand même du côté des maths que de garçons. Ben, il y avait une étude il y a quelques années, c'était le paradoxe scandinave, ou paradoxe norvégien, il me semble. En fait, il s'était rendu compte qu'en faisant les politiques les plus éducatives possibles et les plus égalitaires, depuis 2005, en fait, ils n'avaient jamais eu autant de mecs ingénieurs et jamais autant de femmes dans les métiers du soin et de la santé. Ou de la communication et la santé, ouais. Non, mais bon, c'est quand même dommage qu'on doive s'attarder sur des citations de. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire, il faut dire qu'il y a une maltraitance des filles, ou il faut dire qu'il y a une égalité, parce que il se trouve qu'au bout d'un seul trimestre, bon, bah, les filles s'intéressent peut-être moins aux maths que les garçons. Je dis pas qu'il n'y a pas de maltraitance des filles, je dis juste que, honnêtement, enfin, je sais plus, elle était ministre de non, elle était ministre de quoi? Bah, je sais plus, dans l'éducation. Elle n'a pas été mise.
Mais, attendez, non, mais c'est horrible parce que moi, tous ces gens-là, je les oublie. Non, mais c'est juste pour dire que, enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est méchant. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, mais je vais pas faire le provincialiste de pleine bourre ou le régionaliste énervé. Mais il faut comprendre un truc, hein, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas dans des centres-villes. Et deuxièmement, une ville de 20 000 habitants, c'est toujours la campagne. Elle a été Premier ministre 1 an et demi. Hein. Ouais, voilà, mais... bien que c'était aussi. Et puis bon, le problème, c'est qu'on parle tout le temps de l'école, comme on parle tout le temps d'un tas de sujets. Hein. Non, mais elle aurait pu ne rien dire, en fait, c'était pareil, quoi. Déjà, en tweet, non, mais c'est ça, c'est que... de la maternelle, donc déjà, elle dit une connerie, et puis après... Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est des trucs qui reviennent tout le temps. On va parler d'éducation, on va parler de la situation des femmes, on va parler des migrants, on va parler d'islamisme, on va parler des relations avec l'Algérie, on va parler de, je sais pas moi, de la réforme de la Sécu, des retraites. Mais à chaque fois, on règle jamais le problème, donc ça revient. Donc au bout d'un moment, ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que les mots remplacent là où on pêche par l'action. Oui, et surtout, il y a aussi des biais idéologiques. On veut absolument nous dire que les hommes et les femmes, c'est exactement pareil. Et alors, c'est... bon, bref. C'est un sujet... voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, bon, voilà, finalement, c'est très, très ennuyeux, au bout du compte. Bah, c'est ça, c'est que, comme on le disait, c'est un peu le gap qu'on a, enfin, l'écart entre ce qu'on disait avant, révolution mondiale du commerce, droit de douane, tout ça. On passe à les pauvres n'ont pas de voiture. Et ça, c'est avec le réel, c'est-à-dire, donc déjà, le réel, ils ne se renseignent pas, ça ne les intéresse pas. Et quand le réel s'impose à eux, ils le nient aussi. Je dis ça. Alors, je passe une petite annonce si jamais il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un en commentaire qui a un C15 à vendre, je suis preneur. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a fait plus d'1 heure, donc je pense que c'est suffisant pour ce soir. Merci, Bastien. Merci à vous, Flavie. Et à la prochaine revue de presse ensemble. Bonne journée à tous et bonne soirée. Bonne soirée plutôt.